Tout le personnel était terrifié par ce milliardaire impoli jusqu'à ce que la nouvelle serveuse le remette à sa place. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Bon visionnage! Dans le restaurant le plus prestigieux de Paris, connu sous le nom de Le Miroir d'Or, il y avait un homme qui faisait trembler tous les serveurs. Étienne Beaumont, multimillionnaire, propriétaire d'une corporation internationale et, selon l'opinion de ceux qui le servaient, un monstre en costume de haute couture. Son caractère était aussi célèbre que sa fortune, et personne ne voulait avoir la malchance de le servir. Les employés inventaient des excuses ridicules pour ne pas s'approcher de sa table, des migraines soudaines, de prétendus accidents dans la cuisine ou même des urgences familiales. Tout pour éviter de l'affronter. Pendant des années, le personnel avait appris les règles pour survivre à ces visites. Ne jamais établir de contact visuel, ne jamais parler à moins qu'il ne pose une question d'abord et surtout ne jamais le contredire. Celui qui le faisait restait marqué à vie. Chaque jeudi, la scène se répétait comme s'il s'agissait d'une représentation théâtrale. Sous les lumières dorées des énormes lustres en cristal, tandis que l'élite parisienne savourait son dîner, le véritable spectacle était donné par cet homme assis dans son coin préféré. Les autres clients étaient des politiciens, des héritiers de vieilles fortunes, des magnats de la technologie, mais tous devenaient de simples figurants quand Beaumont entrait dans l'établissement. Dans la cuisine, les employés chuchotaient son nom avec respect et terreur. Il y avait des histoires effrayantes, un sommelier congédié pour lui avoir recommandé un vin trop audacieux, un jeune serveur qui avait démissionné après avoir renversé une seule goutte d'eau sur sa table, et la liste continuait encore et encore. Quand sa Bentley noire s'arrêtait devant l'entrée, un silence nerveux parcourait le restaurant. Même Antoine, l'hôte d'accueil, un homme qui avait autrefois participé au Tour de France sans broncher, devenait pâle en le voyant entrer. Les serveurs vétérans disparaissaient vers la cave en prétendant avoir des tâches urgentes, et les novices priaient pour ne pas être choisis. La décision revenait toujours au directeur de salle, M. Mercier, qui désignait le chanceux du jour. C'est ainsi qu'un soir de jeudi, la nouvelle femme de chambre de l'établissement, Sophie Moreau, finit par être sélectionnée. Elle avait à peine 3 semaines de travail au Miroir d'Or. Avec seulement 26 ans, ses yeux verts transmettaient de la détermination, bien qu'à l'intérieur, elle portait le poids de maintenir sa famille à flot. Sa mère était malade et sa sœur cadette, Camille, étudiait à l'université. Pour Sophie, cet emploi n'était pas un luxe, c'était la seule façon de survivre. Elle avait déjà passé des jours à apprendre par cœur l'interminable carte des vins, la position exacte de chaque couvert sur la table et les gestes des clients les plus exigeants. Mais ce que personne ne lui avait expliqué, c'était comment gérer Beaumont. Le 3e jeudi de son service, l'un des serveurs de confiance fit semblant d'être malade. Monsieur Mercier regarda autour de lui avec désespoir, jusqu'à trouver Sophie, qui nettoyait des verres au bar. « Moreau, c'est ton tour », lui dit-il d'une voix basse mais ferme. « Mon tour de quoi » demanda-t-elle sans comprendre. « Table 8, Beaumont ». Le nom ne lui disait rien, elle sourit simplement avec sérénité. « Très bien, y a-t-il des allergies ou des préférences que je dois connaître ?» Des serveurs proches lâchèrent un rire nerveux qui se transforma en toux feinte quand Mercier les fusilla du regard. « Sois simplement parfaite », murmura le directeur. « Ne parle pas trop, ne suggère rien et souviens-toi que ton nom est serveuse. Ton opinion n'existe pas. Fais ce qu'il te demande et pars. » Sophie acquiesça sans crainte, pensant qu'ils exagéraient. Elle avait servi des clients grossiers auparavant. À quel point un de plus pouvait-il être terrible? Elle ajusta son gilet noir, respira profondément et prit le menu en cuir. En s'approchant de la table 8, elle remarqua comment l'atmosphère changeait. Des conversations qui quelques minutes auparavant étaient joyeuses s'éteignaient peu à peu. Ses collègues l'observaient discrètement, comme des oiseaux inquiets. Étienne était déjà assis, regardant la ville à travers les grandes fenêtres. Imposant, avec son costume bleu marine parfaitement ajusté, il semblait un roi sans couronne. Il avait un verre de cognac à moitié vide à côté de lui. « Bonsoir monsieur », dit Sophie d'une voix assurée. « Bienvenue au Miroir d'Or. Puis-je vous présenter le menu ?» Il tourna la tête lentement. Ses yeux, bleus, glaciaux et pénétrants, parcoururent Sophie de haut en bas. Ce n'était pas un regard lascif, mais un examen froid comme quelqu'un qui évalue un objet. Il garda le silence. La tension s'allongea comme un fil sur le point de se rompre. Sophie maintint le contact visuel. On lui avait appris que cela transmettait de l'assurance et elle n'était pas disposée à céder. Finalement, Beaumont grogna et désigna la table. « Pose-le ».
Elle plaça le menu devant lui. « Désirez-vous un autre cognac pendant que vous décidez ?» Il prit son verre, le fit tourner lentement et but sans détacher son regard d'elle. « Tu es nouvelle ?»« Oui, monsieur. 3e semaine. »« Maintenant, ils permettent aux débutantes de servir cette table ?» demanda-t-il avec mépris. Comme cet endroit est tombé bas. Une chaleur monta aux joues de Sophie, mais elle se contint. Elle se souvint des factures médicales et des frais universitaires de Camille. Elle ne pouvait pas échouer. « Je connais bien la carte, monsieur, » répondit-elle calmement. « Je vous assure que la seule chose qui pourrait glisser sera le beurre de votre pain si vous le désirez. » Le silence fut absolu. De l'autre côté de la salle, Marguerite, la serveuse vétéran, se couvrit la bouche avec la main pour ne pas crier. Les yeux de Beaumont brillèrent avec quelque chose entre la surprise et l'inconfort. Après quelques secondes éternelles, il grogna de nouveau, bien que cette fois cela sonna différemment, presque comme une reconnaissance. Entrecôte, saignante, mais plus crue que cuite. Si je vois un point rosé au centre, je le renvoie. La sauce à part et apporte-moi un château Margaux de 85. Il ne consulta peu la carte, il savait ce qu'il commandait. C'était un défi, un mouvement calculé pour intimider. « Excellent choix, monsieur, » dit Sophie en notant sans hésiter. « Je vous prépare cela tout de suite. » Elle marcha vers la cuisine d'un pas ferme, sans montrer ni soulagement ni peur. En passant près du bar, Marguerite l'arrêta avec des yeux écarquillés. « Tu es folle, tu lui as répondu. Personne ne lui répond. »« Je ne lui ai pas répondu, » répondit Sophie en libérant son bras. « J'ai fait mon travail. » Dans la cuisine, elle remit la commande au chef Vincent, qui leva un sourcil. « Plus cru que saignant, mais sans rose, » souffla-t-il. « Et la sauce à part, cet homme se moque de moi. »« C'est ce qu'il a demandé, » expliqua Sophie. « Alors je le ferai à ma façon. 40 secondes de chaque côté et qu'il juge. S'il proteste, dis-lui que je l'ai cuisiné avec de la magie quantique. » Elle sourit à peine et sortit de nouveau dans la salle. Pendant qu'elle marchait, elle sentait les regards de tous. Ils ne la voyaient plus comme la novice invisible, mais comme quelqu'un qui avait fait l'impensable, affronter le redouté Beaumont et en sortir vivante. La cuisine du Miroir d'Or bouillonnait d'activité. Des casseroles sur le feu, des ordres criés, des plats ornés avec précision. Cependant, quand Sophie remit la commande, l'agitation s'arrêta quelques secondes. Tous savaient que ce repas n'était pas ordinaire. Le chef Vincent fronça les sourcils. Plus cru que saignant, mais sans rose. Et la sauce à part. Il soupira. Chaque semaine, il invente une nouvelle absurdité. « Ce ne sont pas des absurdités, chef, » Sophie le regarda calmement. « Ce sont des tests. » Le chef marmonna quelque chose entre ses dents, mais accepta le défi. Il ordonna d'apporter le château Margaux de 85, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Pendant ce temps, dans la salle, les serveurs murmuraient entre eux. Certains s'approchaient de Marguerite, d'autres de Monsieur Mercier, qui marchait d'un côté à l'autre comme s'il était sur le point d'exploser. « Sophie, viens ici » l'appela Mercier dès qu'il la vit. Elle entra dans la petite salle des employés, fermant la porte derrière elle. L'atmosphère était tendue. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» demanda Mercier, rouge de fureur. « Rien d'anormal, monsieur, j'ai servi le client. »« Rien d'anormal » intervint Marguerite, les bras croisés. « Tu lui as répondu avec une blague, c'est provoquer un requin. » Sophie les observa sans s'altérer. « Je ne l'ai pas provoqué, j'ai simplement été courtoise. Il a remis en question ma capacité et j'ai répondu avec respect. » Cet homme ne connaît pas le mot « respect », lâcha Marguerite. Et le pire, ajouta Mercier en se laissant tomber sur un banc, c'est qu'il ne s'agit pas d'un client quelconque. Tu sais ce que Beaumont peut faire. Sophie secoua la tête. Mercier soupira comme s'il se préparait à révéler un secret. Il y a 3 ans, un serveur nommé Lucas lui a servi une soupe. Beaumont a dit qu'elle était froide, bien qu'elle ne l'était pas. Le garçon lui a assuré qu'elle venait directement de la marmite. Une erreur innocente. La voix de Mercier se brisa. Le lendemain, le père de Lucas, qui travailla dans une entreprise fournisseur, a été licencié. Par coïncidence, la compagnie avait perdu un contrat avec la corporation Beaumont Global. Une coïncidence? Personne n'y croit. Le silence tomba comme une dalle. « Il est cruel, Sophie, » dit Marguerite d'une voix grave. « Il a le pouvoir de ruiner des vies pour un simple plat. » Pour la première fois, un frisson parcourut le dos de la jeune femme. « Et pourquoi est-il comme ça ?» demanda-t-elle presque dans un murmure. Marguerite baissa la voix. « Il n'a pas toujours été un monstre. Il y a des années, il était différent. Il avait une épouse et une fille. Un accident les lui a arrachés d'un coup. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Hélène et la petite Juliette sont mortes sur le coup.
Le coupable était riche et s'en est sorti presque impuni. On dit que depuis lors, Étienne a changé. Il est sorti du tribunal en étant une autre personne, quelqu'un de brisé et plein de rage. Sophie avala sa salive. Elle ressentit la douleur d'autrui comme sienne, se souvenant de sa mère et de Camille. Penser à les perdre lui était insupportable. « Alors il vient qu'ici chaque jeudi pour se venger sur nous, dit-elle avec amertume. Pour sentir qu'il contrôle quelque chose, corrigea Mercier. Il n'a pas pu contrôler la chose la plus importante dans sa vie, alors il contrôle les détails les plus absurdes, la température de la soupe, la cuisson de la viande, l'angle de l'assiette. Et nous le supportons parce que ces dîners représentent une énorme partie de nos revenus. » Sophie respira profondément, consciente qu'elle marchait sur un fil invisible entre sa dignité et la peur que cet homme puisse la ruiner. Quand le château Margaux arriva entre ses mains, elle le porta avec précaution à la table 8. Elle le présenta d'une voix neutre. « Château Margaux, 1985, monsieur. » Beaumont l'observa, émit un grognement d'approbation et attendit qu'elle le débouche. Sophie le fit avec dextérité, servit un petit échantillon et attendit. Il goûta le vin lentement, comme s'il jugeait plus que le goût. Finalement, il parla. « Acceptable. » Sophie servit le reste avec précision et s'apprêtait à se retirer quand elle l'entendit l'appeler. « Serveuse !» Elle s'arrêta net. « Oui, monsieur. Ton nom ?» Le cœur lui martela la poitrine. Les mots de monsieur Mercier résonnaient dans son esprit. « Ton nom est serveuse. Si tu lui donnes ton nom, tu lui donnes une arme. » Elle ferma les yeux un instant, pensant à sa mère, à Camille. Elle ne pouvait pas être un fantôme. Elle se tourna lentement et le regarda en face. « Sophie, monsieur, Sophie Moreau. » Les yeux bleus de Beaumont semblèrent la percer. Après un long silence, il acquiesça lentement et retourna son regard vers la fenêtre. Elle retourna au bar avec un nœud dans la gorge. Elle savait qu'elle avait brisé la règle la plus importante. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le coup. Les jours suivants furent une torture d'anxiété. Chaque appel téléphonique la faisait trembler, pensant que Mercier lui dirait qu'elle était congédiée. Mais rien ne se passa jusqu'à ce que le jeudi suivant arrive. L'atmosphère au Miroir d'Or était encore plus tendue. Antoine, l'hôte, s'approcha de Mercier avec un visage sombre. « Il est déjà là, et il a demandé la même chose que d'habitude, table 8, mais cette fois il a demandé la même serveuse par son nom. » Tous les employés retinrent leur souffle. Beaumont n'oubliait pas. Il avait mis ses yeux sur Sophie. Le directeur marcha vers elle avec résignation dans son expression. « Il te veut toi. Prépare-toi, fais ton travail et rien de plus. » Les mains moites, Sophie lissa son tablier et se dirigea vers la table. C'était comme marcher vers l'échafaud. Beaumont l'attendait assis, avec un verre d'eau devant lui, quelque chose d'étrange dans sa routine. Il l'observa sans cligner des yeux. « Bonsoir, monsieur Beaumont, » dit-elle fermement, bien que nerveuse. « Moreau, » répondit-il, comme s'il testait son nom de famille sur sa langue. Sans regarder le menu, il commença à dicter. « Entrée, coquille Saint-Jacques poêlée, 1 minute exacte de chaque côté. Je veux les épinards à côté, mais qu'ils ne touchent pas les coquilles, qu'il y ait de l'espace dans l'assiette. » Sophie nota tout calmement. « Et le plat principal, monsieur ? Confit de canard, mais pas avec la sauce aux cerises, c'est vulgaire. Dis au chef de préparer une réduction d'orange et d'anis étoilé. Elle doit être acide, pas sucrée. » Sophie serra le crayon avec force, sachant qu'elle était sur le point de provoquer une tempête dans la cuisine. Pour boire, de l'eau en bouteille non ouverte, 3 rondelles de citron, ni 2, ni 4, 3, et un verre avec de la glace à part, je le mélangerai moi-même. Chaque détail était un piège, mais Sophie acquiesça simplement. « Compris, monsieur, je vous prépare cela tout de suite. » Elle retourna à la cuisine et remit la commande. Le chef Vincent explosa presque. « Il veut que j'invente une sauce en plein service et que je construise un mur entre les coquilles et les épinards. » « Ne le prenez pas personnellement, chef, » dit Sophie calmement. « Il vous met à l'épreuve, vous et moi. Faisons-le parfaitement. » Le chef souffla, mais finalement accepta le défi. Quand Sophie revint avec l'eau, elle présenta la bouteille, fermée, le verre avec de la glace et les 3 rondelles de citron parfaitement coupées. Elle plaça le tout devant lui avec élégance. Beaumont l'observa comme un faucon chassant, mais ne trouva aucune erreur.
Ensuite arrivèrent les coquilles Saint-Jacques dorées avec exactitude, les épinards à l'autre extrémité de l'assiette, un espace vide au centre. Beaumont goûta lentement, sans émettre de son. Le restaurant entier semblait retenir son souffle. Il termina l'assiette en silence, sans plainte ni éloge. Le confit de canard fut le plat décisif. La sauce à l'orange et à l'anis brillait dans une saucière en argent. Beaumont goûta une goutte, ferma les yeux. La salle entière resta figée. Quand il les ouvrit, il murmura « Adéquat ». Dans sa bouche, ce mot équivalait à un prix. Sophie pouvait à peine dissimuler son soulagement. À la fin, il demanda un café noir, frais. Sophie le porta quelques minutes plus tard. « L'addition », ordonna-t-il. Elle traita le paiement et lui remit le reçu. Il le signa rapidement et partit sans regarder en arrière. Ce n'est qu'alors que Sophie ouvrit l'enveloppe. Son cœur fit un bond. Le pourboire égalisait presque le coût du dîner, plus que ce qu'elle gagnait en 3 semaines. Et sur le reçu, il y avait 2 mots écrits à la main. Pour les désagréments. Marguerite courut voir le papier. D'autres serveurs aussi. Leurs yeux s'ouvrirent comme des soucoupes. « Ce n'est pas possible », murmura un jeune serveur. « Il ne fait jamais ça. » Sophie garda le reçu en silence. Elle avait survécu, mais à l'intérieur, elle ne ressentait pas de triomphe, mais un mélange de perplexité et de curiosité. L'histoire de l'énorme paiement de Beaumont se répandit comme une traînée de poudre au miroir d'or. Les serveurs ne parlaient que de ça. Pour beaucoup, c'était impossible à croire. L'homme qui ne montrait jamais de gratitude avait laissé un pourboire digne d'un prix. Mais Sophie ne le voyait pas comme un triomphe. À l'intérieur, elle sentait qu'elle n'avait rien gagné. Elle avait simplement survécu à une bataille étrange. C'était comme si elle avait été mise à l'épreuve dans un jeu qu'elle ne comprenait pas, un jeu qu'il inventait lui-même. Depuis ce jour, chaque jeudi à 19h30 précise, la Bentley noire d'Étienne s'arrêtait devant le restaurant et il demandait toujours la même condition, que Sophie le serve. Les autres employés la regardaient avec respect, presque avec vénération. Elle était devenue une sorte de bouclier humain qui absorbait la fureur du millionnaire, libérant les autres du tourment. Certains l'appelaient même en plaisantant la dompteuse de dragons. Au début, Sophie le prit calmement. L'argent supplémentaire lui permit de payer plusieurs mois de médicaments pour sa mère et d'acheter à Camille un ordinateur portable pour l'université. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avançait. Mais chaque rencontre avec Beaumont était une nouvelle guerre psychologique. Une semaine, il exigea qu'on change son verre d'eau chaque fois qu'il était à moitié vide. La suivante, il se plaignit que l'arôme des fleurs dans le vestibule interférait avec le bouquet de son vin, obligeant Antoine à retirer un énorme vase plein de lys. Une autre fois, il renvoya un agneau parce que selon lui, l'angle dans lequel on l'avait placé dans l'assiette était offensant. Sophie ne se brisait pas. Elle notait tout, transmettait les ordres au chef Vincent, supportait ses plaintes et gardait son calme. Peu à peu, elle devint experte à déchiffrer ses sous-entendus. Les lumières sont agressives signifiait qu'il voulait qu'on baisse un peu l'intensité des projecteurs. L'ambiance est bruyante signifiait que quelqu'un, même à plusieurs mètres, le dérangeait. Entre eux se forma un étrange accord silencieux. Il la mettait à l'épreuve avec des caprices absurdes et elle répondait avec un professionnalisme inébranlable. En échange, il laissait des pourboires énormes, presque ridicules, comme s'il achetait le droit de la tourmenter. Pour le reste du personnel, Sophie était une héroïne. Pour elle, c'était un mélange de bénédiction et de malédiction. L'argent la sauvait, mais la pression la consumait. Un soir d'automne, la pluie frappait les fenêtres, effaçant les lumières de Paris en taches brillantes. Le restaurant était plus silencieux que d'habitude. Étienne dînait seul comme toujours, regardant fixement la ville floue derrière la vitre. Sophie le servait avec la même sérénité que toujours. Elle servit l'entrecôte avec précision, le vin à la température exacte. Rien ne semblait déplacé jusqu'à ce que son téléphone vibre dans la poche de son tablier. Elle s'excusa discrètement et alla vers un coin isolé où elle répondit à voix basse. « Camille, qu'est-ce qui se passe? »« Maman va bien. » De l'autre côté, la voix de sa sœur sonnait brisée. « Elle est pareille, et c'est ça le problème.
Je viens de recevoir le devis du nouveau traitement que recommande le spécialiste. Sophie, il coûte plus que ce que tu gagnes en un an. 50 000 € seulement la première série. Et l'assurance l'a rejeté. Elle dit que c'est expérimental. Sophie resta figée. 50 000, répéta-t-elle dans un murmure. Camille sanglotait. Maman est tellement enthousiaste. Elle pense que cette fois elle peut s'améliorer. Je ne peux pas lui dire ce que ça coûte. Ça lui briserait le cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Sophie serra les yeux avec force, retenant ses larmes. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution, comme toujours. Je chercherai plus de shifts, je demanderai un prêt, quelque chose me viendra à l'esprit. Mais ne dis rien à maman, laisse-la avoir cet espoir. Elle raccrocha l'appel avec les mains tremblantes. Elle respira profondément pour se recomposer et sécha une larme rebelle avant de retourner dans la salle. Quand elle leva les yeux, elle resta paralysée. À quelques mètres, près du couloir qui menait aux toilettes, se tenait Étienne. Il ne la regardait pas, mais sa posture rigide le trahissait. Il avait tout entendu. Sophie sentit un nœud dans sa gorge. Elle se prépara au pire, une critique cruelle pour avoir traité des affaires personnelles pendant les heures de travail. Mais il ne dit rien. Il retourna à sa table comme si rien ne s'était passé. Le reste de la soirée fut inquiétante. Il parla à peine, dîna en silence, laissa un autre pourboire généreux et partit. Sophie resta avec l'âme en suspens. Que ferait-il avec ce qu'il avait entendu? Utiliserait-il sa vulnérabilité contre elle? La seule idée la terrifiait. 3 jours plus tard, alors qu'elle était chez elle en train de réviser une pile de factures, son téléphone sonna. Un numéro inconnu apparut sur l'écran. « Mademoiselle Moreau » demanda une voix féminine, sérieuse et cordiale. « Mon nom est Claire Dubois, avocate d'un cabinet au centre-ville. Nous avons reçu des informations sur la situation médicale de votre mère. Un bienfaiteur anonyme a payé pour que nous révisions votre cas et vous fournissions des conseils juridiques gratuits. » Sophie ouvrit grand les yeux. Un bienfaiteur? Il préfère rester anonyme. Il nous a seulement demandé de nous assurer que vous ayez la meilleure défense possible contre l'assurance. La jeune femme faillit laisser tomber le téléphone. Il n'y avait aucun doute. Quelqu'un de puissant était derrière tout cela, et une seule personne avait pu entendre sa conversation ce soir-là. Le jeudi suivant, Sophie servit le dîner comme toujours, mais avec le cœur battant comme un tambour. Quand elle apporta le café à Étienne, il la regarda sérieusement. Dans ce monde, Moreau, le système est fait pour écraser les plus faibles. Les papiers et les règles sont un labyrinthe conçu pour qu'on abandonne. Il fit une pause et ses yeux bleus rencontrèrent les siens. Quand quelqu'un vous offre un bon conseil, vous seriez stupide de ne pas le prendre. Il n'en dit pas plus. Il se leva, laissa l'addition payée et partit. Sophie resta debout avec l'âme tremblante. Il n'y avait plus de doute. Étienne Beaumont, l'homme qui semblait prendre plaisir à humilier tout le monde, avait été celui qui lui avait tendu cette main invisible. Le monstre que tous craignaient était aussi un ange caché. La découverte bouleversa Sophie de l'intérieur. Pendant des jours, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. L'homme que tous décrivaient comme cruel et impitoyable avait déplacé des influences et de l'argent pour donner à sa mère une chance de vie. Elle ne comprenait pas. C'était comme regarder une pièce avec deux faces, le tyran qui faisait trembler les serveurs et le bienfaiteur secret qui luttait contre les injustices du système. Poussée par la curiosité, Sophie commença à enquêter. Dans son temps libre, elle utilisa l'ordinateur portable de Camille pour chercher des informations sur Étienne Beaumont. Elle trouva des articles d'affaires qui le décrivaient comme un entrepreneur implacable, propriétaire de la corporation Beaumont Global, capable de raser la concurrence sans broncher. Elle trouva aussi des notes de magazine People qui le peignaient comme un homme solitaire, marqué par la tragédie. Mais ce qui attira le plus son attention furent les traces que presque personne n'avait remarquées. Un blog juridique mentionnait un ancien projet de loi appelé « Loi Hélène et Juliette » qui cherchait à durcir les peines pour les conducteurs ivres. L'article soulignait que cette initiative avait été poussée par une petite organisation financée par un donateur anonyme. Les noms de son épouse et de sa fille étaient dans ce titre. Sophie sentit un nœud dans son estomac. Elle continua à enquêter et trouva des registres de bourses universitaires pour étudiants en droit, toutes financées par un donateur mystérieux. Elle découvrit aussi des contributions millionnaires à des fondations qui offraient une défense gratuite aux familles contre les compagnies d'assurance. C'était clair, Beaumont avait mené une bataille silencieuse contre les mêmes injustices qui l'avaient détruit.
Sophie ne put s'empêcher de penser au paradoxe. Au restaurant, Étienne était un homme insupportable qui contrôlait jusqu'au moindre détail de sa nourriture, mais en secret, il aidait ceux qui affrontaient la même sorte d'abandon qui l'avait détruit. Le jeudi suivant, Sophie s'approcha de sa table avec un autre état d'esprit. Cette fois, elle le regarda différemment, non plus seulement comme le client redouté, mais comme un homme avec des cicatrices profondes. Étienne commença à donner sa liste habituelle d'exigences, mais elle écoutait d'une autre manière. Ce n'était plus de simples caprices, mais une tentative désespérée de s'accrocher au contrôle de quelque chose. Quand elle finit de lui servir le thé qu'il avait demandé, Sophie resta un instant debout, puis elle parla d'une voix douce mais ferme. « Monsieur Beaumont, l'autre jour j'ai lu sur des groupes d'avocats qui défendent des familles contre les compagnies d'assurance. Des gens qui travaillent sans attendre de reconnaissance juste pour faire ce qui est juste. Je trouve admirable que de telles personnes existent. » Étienne resta immobile. Sa main, qui tenait la tasse, s'arrêta dans l'air. Il la regarda fixement, surpris par cette interruption au rituel. « C'est admirable quand quelqu'un se bat pour les autres sans rien attendre en retour », ajouta Sophie sans détacher son regard. Il y eut un silence dense. Pour la première fois, Étienne ne l'évaluait pas ni ne l'attestait. Il l'écoutait. Ses yeux, habituellement froids, montrèrent un éclat de vulnérabilité. Il se racla la gorge et posa la tasse sur la soucoupe. « Les coquilles Saint-Jacques, dit-il finalement. Aujourd'hui, je les mangerai comme le chef décidera de les préparer. » Sophie acquiesça avec un léger sourire. C'était une reddition symbolique, un message clair. Les épreuves étaient terminées. Depuis cette soirée, quelque chose changea. Les dîners cessèrent d'être des champs de bataille. Étienne ne demandait plus de caprices impossibles, ni ne jouait avec des exigences absurdes. Au lieu de cela, il commença à demander à Sophie son opinion sur les vins et les plats. Et pour la surprise de tous, parfois il suivait ses recommandations. Les serveurs ne pouvaient pas y croire. Le dragon avait baissé ses griffes et tout grâce à la jeune femme qui avait eu le courage de l'affronter. Le changement devint encore plus évident quand, quelques semaines plus tard, l'avocate Claire Dubois obtint une victoire juridique impressionnante contre la compagnie d'assurance. L'entreprise fut obligée de couvrir le traitement expérimental de la mère de Sophie. Pour la première fois depuis longtemps, la famille vit une lumière d'espoir. Ce soir-là, pendant qu'elle servait le café d'Étienne, Sophie décida de parler. « Monsieur Beaumont, je sais que c'était vous. » Sa voix tremblait, mais ses yeux verts restaient fermes. « Je sais que c'était vous qui avez tout mis en place pour aider ma mère. » Il ne le nia pas, il l'observa simplement en silence. Finalement, il dit « Le résultat a été favorable. Plus que ça, cela a redonné l'espoir à ma famille. Cela a changé notre vie. » Sophie pouvait à peine contenir son émotion. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Étienne appuya ses coudes sur la table et joignit ses mains. « Tu n'as pas à me remercier. Le système t'a fait défaut. J'ai simplement rééquilibré la balance. »« Ce n'est pas seulement ça, » répliqua-t-elle avec douceur. « J'ai enquêté. Je sais pour la loi, les bourses, les fondations. Vous n'êtes pas le monstre que tout le monde croit. » Un geste de douleur traversa fugacement son visage. « Ce monstre me protège, Moreau. Il me garde loin d'un monde que je ne veux plus près de moi. » Après, les avoir perdus, sa voix se brisa un instant, mais il se recomposa. « Contrôler le minimum me fait sentir que le chaos n'a pas totalement gagné. » Sophie appuya le plateau contre sa poitrine. « Je ne vois pas un monstre. Je vois un homme qui a souffert l'inimaginable, mais qui aide encore les autres en silence. Et cet homme a sauvé ma mère. » Pour la première fois, Étienne sourit. Pas un rictus ironique, mais un sourire ténu, presque oublié. « Tu es la première depuis longtemps qui n'a pas eu peur de moi, » dit-il à voix basse. « Tu n'as pas vu un méchant, tu as vu un homme grossier, et tu lui as tenu tête. » Il fit une pause et la regarda ensuite sérieusement. « J'ai une proposition. Je suis en train de former la Fondation Beaumont. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'intégrité, quelqu'un qui ne se plie devant rien. Je veux que tu sois sa directrice exécutive. » Sophie resta muette. Elle pouvait à peine traiter ce qu'elle venait d'entendre. D'une serveuse à directrice d'une fondation philanthropique, un saut impossible. Elle regarda autour d'elle, les tables élégantes, les lustres en cristal, le décor où elle avait ressenti de la peur et où maintenant elle trouvait de l'espoir. « Oui, j'accepte », répondit-elle clairement et avec détermination. C'était un nouveau départ. Pour lui, un pas hors des ombres, pour elle, une opportunité de changer des vies comme la sienne avait changé.
Accepter la proposition d'Étienne fut comme faire un saut dans le vide. Sophie passa d'être serveuse dans un restaurant de luxe à se trouver face à un monde complètement nouveau. La fondation Beaumont était en train de naître et il avait confiance en elle pour lui donner forme. Les premiers jours furent en tourbillon. Étienne l'emmena dans un bureau discret dans un immeuble élégant du centre de Paris. Là, il lui présenta un petit groupe d'avocats, de comptables et d'assistants qui jusqu'alors travaillaient de manière dispersée en soutenant différents projets anonymes. Ils sont ton équipe, lui dit Étienne. Ils ont besoin d'une direction claire, quelqu'un qui organise le chaos. Cette personne, c'est toi, Sophie. Elle ressentit un vertige. Elle n'avait jamais dirigé quelque chose de semblable, mais elle pensa à sa mère et à Camille. Elle pensa à tout ce qu'Étienne avait fait en secret. Elle ne pouvait pas échouer. Avec le temps, elle découvrit que le cœur de la fondation était immense. Il y avait des programmes de bourse pour étudiants de milieux modestes, du financement pour des cliniques communautaires, de l'aide juridique pour des familles en litige contre des compagnies d'assurance. Tout avec le même schéma. L'argent venait d'une source anonyme et maintenant elle savait qui était derrière. Pourquoi le cacher lui demanda-t-elle un après-midi pendant qu'il révisait des papiers au bureau. Étienne, assis dans son fauteuil en cuir, regarda vers la fenêtre. Parce que je ne le fais pas pour nettoyer mon image, je le fais parce que je sais ce que c'est que de tout perdre pendant que le système se moque de vous. Sophie garda le silence. Elle comprenait de plus en plus cet homme, mais diriger la fondation n'était pas facile. Il y avait des demandes qui semblaient impossibles, des familles entières suppliant de l'aide, des étudiants brillants sans argent pour étudier, des malades sans accès au traitement. Sophie passait des nuits blanches à lire chaque cas, sentant le poids de ses vies sur ses épaules. Dans une de ces longues nuits, elle reçut un message de Camille. « Sœur, maman est plus animée que jamais. Elle dit que grâce à toi, elle a recommencé à croire en l'avenir. » Sophie sourit avec des larmes dans les yeux. Le fardeau était lourd, mais la récompense valait chaque nuit blanche. Pendant ce temps, au Miroir d'Or, la relation avec le personnel avait aussi changé. Beaumont continuait à venir chaque jeudi, mais maintenant son attitude était différente. Parfois, il saluait même avec un léger signe de tête Antoine, l'hôte, ou faisait des commentaires cordiaux au chef Vincent. Les employés n'en revenaient pas. Marguerite, la serveuse vétéran, le dit directement à Sophie. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais cet homme ne semble plus le même. Je crois qu'on l'a domestiqué. » Sophie sourit discrètement. Elle savait qu'il ne l'avait pas domestiqué, simplement quelqu'un avait réussi à traverser la carapace. Un jeudi en particulier, Étienne demanda quelque chose de différent. Après avoir dîné, au lieu de partir immédiatement, il resta assis pensif. Quand Sophie s'approcha pour retirer les assiettes, il parla d'une voix plus douce que d'habitude. « Moreau, dis-moi, crois-tu que les gens changent vraiment ?» Elle le regarda surprise. « Je crois que oui, monsieur. Nous avons tous la capacité de changer si nous trouvons une raison. » Étienne garda le silence quelques secondes, puis acquiesça. « Peut-être as-tu raison. » Ce même jour, en sortant du restaurant, il n'alla pas directement à sa voiture. Il marcha sous la pluie, sans parapluie, comme s'il avait besoin de sentir le monde à nouveau. Avec le passage des mois, la fondation commença à avoir des résultats tangibles. Une famille gagna un procès contre une compagnie d'assurance qui refusait de couvrir la chirurgie de leur fils. Un groupe de jeunes réussit à entrer à l'université grâce aux bourses. Une clinique dans la banlieue de Paris reçut un financement pour soigner des dizaines de patients. Sophie voyait dans chaque réussite une preuve qu'il faisait ce qui était juste, et à chaque étape, Étienne était là, bien qu'il ne se montre jamais publiquement. « Vous pourriez apparaître comme le visage de tout cela, insista-t-elle un après-midi. Les gens ont besoin de savoir qui est derrière. » Il secoua la tête. « Non, le visage, c'est le tien. Le mien est déjà trop marqué par la colère et la peur. Toi, tu représentes ce que cela doit être, l'espoir. » Sophie resta silencieuse. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme lui puisse lui faire autant confiance. Sur le plan personnel, Étienne restait une énigme. Il ne parlait pas de son passé à moins que ce soit inévitable, mais de temps en temps il laissait échapper des phrases qui révélaient sa douleur. Une nuit, pendant qu'il prenait un café au restaurant, il commenta à voix basse « Juliette aurait eu ton âge maintenant ». Sophie ne sut pas quoi dire, elle resta simplement à côté de lui en silence, et pour la première fois, elle sentit qu'elle n'avait pas besoin de mots pour l'accompagner. La vie de Sophie prit un tournant complet. Elle n'était plus seulement la serveuse qui avait affronté le client le plus redouté. Maintenant, elle était la directrice d'une fondation qui changeait des destins. Mais à l'intérieur, des questions restaient. Jusqu'où irait la transformation d'Étienne? Pourrait-il un jour laisser derrière lui la douleur qui le consumait?
Ce qu'elle savait, c'était que grâce à lui, sa mère avait une chance, sa sœur un avenir et elle-même un but qu'elle n'avait jamais imaginé. Maintenant, avant de continuer avec cette magnifique histoire, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous étiez à la place de Sophie, auriez-vous eu le courage de tenir tête à quelqu'un comme Étienne? Pensez-y un instant et partagez votre réflexion dans les commentaires. Aussi, si cette histoire vous touche, si elle vous fait ressentir quelque chose de profond, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Nous créons ces histoires pour vous inspirer, pour vous montrer que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière. Alors abonnez-vous, activez la cloche des notifications et soyez partie de cette communauté qui croit en la force de l'espoir. Continuons maintenant. Le passage du temps fit que la routine des jeudis au miroir d'or se transforma en quelque chose de complètement différent. Ce qui était avant un spectacle de peur était maintenant presque un rituel de calme. Étienne arrivait ponctuel, saluait avec un léger mouvement de tête et s'asseyait à sa table habituelle. Sophie le servait sans tension et bien qu'il garde son air sérieux, il ne lançait plus d'ordres impossibles. Parfois, il demandait même la recommandation du chef ou acceptait le conseil de Sophie sur un vin. C'était comme si peu à peu il lâchait le contrôle, comme si en lui faisant confiance, il pouvait baisser sa garde. Le personnel du restaurant le remarquait. Antoine, l'hôte, le commenta une nuit. C'est incroyable, maintenant il entre et je ne sens plus que l'air me manque, il semblait être un autre homme. Marguerite, avec son ton direct, ajouta « Tout grâce à toi, Sophie. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je jurerais que c'est un autre client. » La jeune femme sourit, avec humilité, mais au fond, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Étienne n'avait pas changé par caprice, mais parce que quelqu'un avait vu au-delà du masque. Pendant ce temps, la Fondation Beaumont continuait à grandir. Chaque cas gagné, chaque bourse accordée, chaque famille soutenue renforçait le but du projet. Les employés travaillaient avec passion, inspirés par la fermeté de Sophie et, bien qu'ils ne le sachent pas, par le cœur caché d'Étienne. Un jour, pendant qu'il révisait des rapports au bureau, Sophie osa demander ce qu'elle gardait depuis longtemps. « Monsieur Beaumont, vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie ?» Il la regarda surpris. « La refaire, oui. Vous remarier, former une autre famille, vous ouvrir à quelque chose de différent. » Étienne baissa le regard. Ses mains, fortes et sûres dans les affaires, tremblèrent d'à peine sur le bureau. « Après les avoir perdues, je ne me suis plus permis de ressentir quoi que ce soit. La douleur m'a fait ériger des murs si hauts que je ne sais plus comment les abaisser. » Sophie l'écouta en silence. Elle n'essaya pas de donner un discours de consolation, elle le laissa simplement parler. « Mais, ajouta-t-il d'une voix plus basse, depuis que tu as commencé à travailler avec moi, ces murs ne semblent plus si solides. » Les mots la surprirent, mais elle ne dit rien, elle acquiesça simplement avec respect. Ce même mois, la Fondation célébra son premier grand succès public. Une famille gagna un procès historique contre une compagnie d'assurance qui refusait de couvrir un traitement vital. Les médias parlèrent du cas, mentionnant la Fondation Beaumont et sa jeune directrice. Pour la première fois, Étienne assista en personne à une réunion en dehors du bureau de la Fondation. Il ne parla pas aux journalistes ni ne chercha les caméras. Il s'assit simplement dans un coin et observa comment Sophie dirigeait la conférence de presse. À la fin, quand les reporters partirent, il s'approcha d'elle. « Tu l'as bien fait, dit-il sérieusement. Merci, monsieur, mais c'est le vôtre. »« Je ne fais que vous représenter. »« Non, répliqua-t-il, c'est le tien. J'ai juste mis les ressources. » Ces mots restèrent gravés en elle. Mais tout n'était pas tranquillité. Sophie découvrit bientôt que tout le monde ne voyait pas la Fondation d'un bon œil. Certaines compagnies d'assurance et concurrents de la corporation Beaumont commencèrent à répandre des rumeurs disant que tout était un truc de relations publiques. Un après-midi, Claire Dubois, l'avocate, l'en avertit. « Ils vont essayer de te discréditer. Ils diront que tu n'es qu'une serveuse qu'ils ont placée comme façade. Ils veulent délégitimer ce que nous avons construit. » Sophie serra les poings. « Peu m'importe ce qu'ils disent de moi tant que nous pouvons continuer à aider les gens. » Étienne, qui avait écouté depuis un coin, intervint. « Non, Moreau, ça importe, parce que quand ils t'attaqueront, ils attaqueront l'espoir de tous ceux qui font confiance à la Fondation, et je ne vais pas le permettre. » Son ton fut si ferme que toute la salle resta silencieuse. La semaine suivante, Étienne retourna au miroir d'or, mais cette fois pas comme le client redouté.
Il avait une expression différente, comme si à l'intérieur il avait pris une décision importante. Sophie s'approcha pour lui servir le vin et remarqua la sérénité dans son regard. « Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'affaires ni de fondation, dit-il. Je veux juste dîner tranquillement. » Elle acquiesça et lui laissa le verre. Plusieurs minutes passèrent en silence jusqu'à ce qu'Étienne rompe la routine. « Moreau, as-tu déjà pensé à quitter cet endroit ?» Sophie le regarda déconcertée. « Quitter le restaurant, vous voulez dire ?»« Oui. Cette salle a été le décor où tu as appris à m'affronter, mais je crois que ton destin n'est plus ici. » Elle baissa le regard vers l'uniforme de serveuse. C'était vrai, bien qu'elle aime le miroir d'or, sa vie tournait maintenant autour de quelque chose de plus grand. « Peut-être avez-vous raison, monsieur, admit-elle avec un sourire tranquille. Ce jeudi, quand Étienne partit, Antoine s'approcha d'elle avec nostalgie. « Si tu quittes cet endroit, Sophie, tu vas nous manquer. Mais si quelqu'un mérite de voler plus haut, c'est toi. » Les mots l'émurent. Elle réalisa qu'elle avait déjà fermé un cycle. Cette même nuit, pendant qu'elle marchait vers sa maison, elle pensa à comment tout avait changé. Elle était passée de craindre de perdre son travail pour un mot mal dit à diriger une fondation capable de transformer des vies. Et le plus incroyable, elle avait réussi à ce que l'homme le plus redouté de Paris montre son côté humain. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le plus important était encore à venir. Les jeudis au miroir d'or n'étaient plus les mêmes. La peur qui parcourait avant le personnel s'était transformée en un calme respectueux. Tous savaient qu'Étienne Beaumont restait un homme exigeant, mais il n'était plus le monstre qui terrorisait avec chaque mot. Sophie avait accompli l'impensable, démolir la carapace d'un millionnaire marqué par la douleur et montrer l'être humain qui était derrière. La fondation grandissait avec force. Chaque semaine arrivaient de nouveaux cas, de nouvelles personnes qui trouvaient en eux une lumière au bout du tunnel. La jeune femme qui autrefois cherchait seulement un salaire pour survivre était maintenant une directrice respectée qui prenait des décisions capables de changer des destins. Un après-midi au bureau, Étienne l'appela pour parler en privé. « Moreau, je veux que tu saches quelque chose, » dit-il d'une voix sérieuse. « Je n'ai jamais pensé que je ferais de nouveau confiance à quelqu'un, mais toi, tu m'as démontré qu'il y a encore des raisons de croire. » Sophie le regarda surprise. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur, j'ai juste essayé de faire ce qui était juste. » « C'est ça qui est spécial, » répondit-il en laissant voir un léger sourire. « Quand tous se cachaient, toi tu es resté ferme. Quand tous me voyaient comme un monstre, toi tu m'as vu comme un homme. » Sophie baissa le regard ému. « Peut-être parce que moi aussi je sais ce que c'est que lutter pour survivre, et parce que j'ai compris que derrière votre dureté, il y avait une blessure. » Étienne respira profondément. « Cette blessure ne disparaîtra jamais, mais grâce à toi, j'ai appris qu'elle n'a pas à me définir pour toujours. » Les mois suivants furent remplis de nouvelles réussites. La Fondation ouvrit un siège à Lyon, octroya plus de bourses et gagna plus de procès contre des compagnies d'assurance qui avant semblaient intouchables. Sophie devint une figure reconnue dans le domaine social. Et bien qu'elle dise toujours que tout était un effort d'équipe, tous savaient que son leadership était la clé. Une nuit, après une longue réunion, Étienne demanda qu'elle l'accompagne de retour au restaurant. Non pas parce qu'il voulait dîner, mais parce qu'il sentait qu'il devait dire au revoir à cet endroit comme partie de leur histoire. La salle était presque vide. Ils s'assirent à la table 8, la même où tout avait commencé. Antoine, en les voyant, sourit avec complicité. « Je n'oublierai jamais comment tout a commencé ici, » dit Sophie en observant les lustres brillants. « Je tremblais à l'intérieur, mais je n'ai pas voulu baisser le regard. » Étienne laissa échapper un léger rire. « Et moi, j'étais prêt à te détruire avec un seul mot, mais c'est toi qui m'as détruit, dans le bon sens. » « Je ne l'ai pas fait seul, monsieur. Vous aussi avez choisi de changer. » Il la regarda avec un éclat différent dans les yeux. « Peut-être, mais si tu n'avais pas été là ce soir-là, je serais toujours le même homme froid et vide. » Ils restèrent en silence, partageant une complicité qui n'avait plus besoin de mots. Quelques jours plus tard, Étienne annonça officiellement la création de la Fondation Beaumont, cette fois sans se cacher. Lors de la présentation publique, devant des journalistes et des familles bénéficiaires, il fit un discours bref mais convaincant. « Pendant des années, je me suis caché derrière un mur de rage, confessa-t-il.
Mais j'ai appris que le véritable pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'aider ceux qui en ont besoin. Cette fondation est le reflet de ce qu'on peut accomplir quand quelqu'un a le courage de dire non, même à l'homme le plus redouté. Tous se tournèrent vers Sophie, qui était dans le public. Elle sourit avec humilité, sachant que ces mots étaient pour elle. L'histoire de la serveuse qui affronta le multimillionnaire devint une légende dans le restaurant. Mais au-delà des murs du miroir d'or, cette histoire se transforma en un exemple de comment l'empathie et le courage peuvent changer des vies. Sophie trouva un but et un chemin qu'elle n'avait jamais imaginé. Étienne, en revanche, découvrit qu'il restait en lui une lueur d'humanité capable de guérir, même si c'était lentement. Il n'était plus la serveuse et le client redouté. Maintenant, ils étaient deux survivants qui, en se rencontrant, avaient réussi à se sauver mutuellement. Et vous, chers amis qui nous accompagnez jusqu'ici, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je vous invite de tout cœur à partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti, quelle partie vous a le plus touché. Peut-être avez-vous vécu une situation similaire où vous avez dû faire face à quelqu'un de difficile, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui, comme Étienne, cache un cœur blessé derrière une façade dure. Vos histoires nous inspirent tous. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir sur la compassion, le courage et la rédemption, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes une communauté qui croit au pouvoir des histoires pour transformer, pour guérir, pour nous rappeler notre humanité. Chaque abonnement nous aide à continuer à créer ces récits qui touchent l'âme. Activez aussi la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et si vous avez un ami, un membre de votre famille qui pourrait être touché par ce message d'espoir et de transformation, partagez cette vidéo avec eux. Parfois, une simple histoire peut changer la perspective de quelqu'un. Merci du fond du cœur d'être ici, de faire partie de cette famille qui croit que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'en suis sûr, touchera également votre cœur. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, a le pouvoir de changer le monde.